Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Paris. La capitale de la France est une ville jeune, vivante et connue dans le monde entier. Au cours des 25 dernières années, de spectaculaires transformations ont été entreprises. Là où se situait autrefois le grand marché parisien, immortalisé dans le roman d'Émile Zola, Le ventre de Paris, on a ouvert le Forum des Halles, avec ses boutiques et ses galeries marchandes. Alors, partons à la découverte du nouveau Paris. Le passé reflété par le présent. Une image disproportionnée de la réalité qui donne à réfléchir. Au cœur de ce vieux quartier, le centre Pompidou, également connu sous le nom de Beaubourg. Il ressemble à une usine, mais c'est un foyer d'art contemporain. Ces visiteurs sont acheminés d'exposition en exposition comme par pneumatique. Bon nombre d'entre eux ne désirent que voir les toits de Paris. Au pied du centre Pompidou, les compositions aquatiques de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely se sont donné rendez-vous. Cette fontaine, construite en 1983, s'appelle Hommage à Stravinsky. Ces compositions symbolisent les œuvres du musicien russe. François Mitterrand a initié les grands travaux qui marqueront son époque en tant que président de la République. La pyramide du Louvre. C'est l'architecte chinois Yeo Ming-pei qui l'a créée en s'inspirant de la grande pyramide de Gizeh en Basse-Égypte. Depuis 1989, cette construction de verre trône dans la cour Napoléon. La pyramide marque l'entrée du Louvre, un des plus grands musées du monde qui possède environ 28 000 œuvres d'art. Pour faire place aux galeries du Grand Louvre, il fallut reloger le ministère des Finances qui avait son siège dans l'aile Richelieu. Le nouveau bâtiment se trouve à Bercy, à l'est de Paris, en bordure de Seine. 5000 fonctionnaires y travaillent. Le projet le plus marquant de l'ère Mitterrand est sans doute la Grande Arche, réalisée par l'architecte Otto von Spreckelsen. Elle se trouve dans le nouveau quartier de la Défense et symbolise une fenêtre ouverte sur l'avenir en prolongeant l'axe historique de la capitale. Il y a un siècle, Paris inspirait un écrivain. Émile Zola immortalisait les Halles, les rendait célèbres pour toujours dans son œuvre Le ventre de Paris. Les Halles, telles qu'il les a connues, n'existent plus. Elles ont fait place à l'un des ensembles contemporains, modernes, qui marquent Paris depuis une vingtaine d'années. Parmi eux, le centre Georges Pompidou, du nom de l'ancien président de la République qui en avait eu l'idée. Les visiteurs de ce musée sont acheminés, c'est-à-dire transportés, comme par pneumatique. Un pneumatique, la poste pneumatique, roue à poste. La construction de la pyramide du Louvre s'intègre dans les travaux de transformation du musée. Pour y disposer de plus de place, on a relogé les fonctionnaires du ministère des Finances. On les a installés dans de nouveaux bâtiments à Bercy. Quant à la Grande Arche et au quartier de la Défense, on peut s'interroger sur l'austérité de son aspect, sur l'impression sobre, presque froide qu'elle donne aux visiteurs. Je me suis rendue à la Défense, accompagnée d'un architecte et urbaniste parisien, Philippe Jaouen. Cet arc de triomphe de l'âge technique, construit en verre, acier, béton et marbre, a une hauteur de 112 mètres. Pour enlever un peu de son austérité à cet immense centre administratif, devenu le siège de firmes internationales, Niki de Saint-Phal a, ici aussi, laissé quelques traces colorées. Je suis curieuse de savoir ce qu'en pense Philippe. Dites-moi, entre Versailles, le château de Versailles, et l'architecture qui nous entoure, que choisissez-vous et pourquoi ?
Question intéressante. Bon, je pense déjà il y a un certain nombre de siècles qui séparent effectivement la création du palais de Versailles et cet ensemble immobilier. Bon, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Je crois que c'est difficile d'avoir un avis circonstancié sur les deux choses. Bon, ici, par contre, on peut voir qu'il y a toute une sorte d'immeubles différents, de générations différentes. Bon, je crois qu'on peut parler effectivement d'un certain nombre de différences d'architecture entre ces immeubles de bureaux et puis des grands ouvrages qui ferment la perspective de l'Arc de Triomphe et qui ont été commandés. Et alors, que pensez-vous de l'implantation de bâtiments modernes dans les vieux quartiers? Je crois que c'est un des problèmes principaux de l'architecte ou de l'urbaniste, c'est de se positionner en tant qu'homme moderne. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, respecter le patrimoine. Bon, je suis, moi, bien sûr, un peu architecte des monuments historiques, puisque je travaillais beaucoup pour les bâtiments de France, donc j'ai un profond respect pour le patrimoine. Mais je pense être aussi un homme moderne, c'est-à-dire que je prépare l'an 2000 qui est tout proche, et à ce titre-là, c'est le problème de la dialectique, j'allais dire, et de notre préoccupation au quotidien, de savoir s'il faut respecter à tout crin et complètement le patrimoine ancien, au risque d'en copier, j'allais dire, les modes des natures, les formes. Bon, évidemment, un des premiers bâtiments à Paris qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le centre Pompidou. Alors, bon, un centre culturel, c'est pas un bâtiment d'habitation, et par rapport à une culture, par rapport à une manière de monter des expositions, de véhiculer des informations, ça a une transposition sur l'architecture. Même pour un architecte, il est difficile de comparer le palais de Versailles au quartier de la Défense. Difficile d'avoir un avis circonstancié, détaillé, précis. L'architecte, et surtout l'urbaniste, qui crée des villes ou des quartiers nouveaux, est souvent placé en face d'ensembles immobiliers construits sur plusieurs générations. Comme la Défense, par exemple, où l'on peut voir des immeubles très différents les uns des autres, réunis autour de l'Arche. Paris et bien d'autres villes françaises sont confrontés au problème. Comment construire du neuf sans abîmer l'ancien? C'est la question que Philippe se pose souvent. Il désire respecter le patrimoine, la tradition, mais il est un homme moderne qui pense à l'avenir. Alors que faire? Copier ce qu'il appelle les modes et natures de l'architecture classique? Il ne le souhaite pas. Philippe préfère agir selon une dialectique, un raisonnement. Il vaut mieux, comme au centre Pompidou, s'interroger sur la nature du bâtiment et sa fonction. Un centre culturel qui a une façon très moderne de présenter l'art ne peut se trouver que dans un bâtiment moderne. Cela a une transposition, une influence sur l'architecture. Nous allons retrouver Philippe en plein Paris dans son agence. À 2 pas de chez lui, dans une cour intérieure du 6e arrondissement, Philippe a installé son bureau. Son chien, inséparable, l'attend comme toujours alors que ses collaborateurs sont déjà au travail. C'est ici que se prennent les rendez-vous avec les clients, que s'ébauchent les projets jusqu'à la finition des plans et la réalisation de la commande. Pour le seconder, Philippe a 2 dessinateurs techniques qui se chargent du tracé des projets. Le local technique du pool house et puis la grande salle à manger. Du côté de Saint-Germain-des-Prés, ce vieux quartier de Paris, connu pour ses pianos-bars et ses musiciens, est également le refuge des intellectuels. Il n'est pas rare d'y trouver des ateliers de reliure. Et qui dit reliure, dit maison d'édition. Philippe a rendez-vous chez Monsieur Verret, un éditeur, qui lui a demandé conseil pour une maison de l'île de Ré. Voilà, donc je vous rapportais les nouveaux documents concernant les modifications. Donc ici est le plan d'origine avec la maison principale, les extensions et la petite maison donnant sur la ruelle. Et là, vous avez donc le document définitif où nous avons inversé à votre demande
la partie donc, des champs et toutes les parties techniques, c'est-à-dire poule à hausse et salle à manger d'été, souvent sur un espace. Alors, on a fait des simulations de couleurs pour montrer un petit peu l'image que ça donnait, ainsi que le plan général de la propriété. Alors, on se posait des questions en particulier sur le positionnement de la piscine, où j'ai peur qu'avec l'inversion des choses, on ait un espace ici beaucoup trop refermé. Que ce soit trop étroit entre la sortie de la salle à manger et le début de la piscine. Je crois qu'il faudrait être plus généreux, c'est d'avoir effectivement un recul de l'ensemble de la piscine, de telle manière qu'on puisse avoir un espace plus convivial et plus de meilleure qualité, parce que là, on s'aperçoit qu'on bute dans l'angle de la piscine et qu'on va assez mal, j'allais dire, dans cette partie-là. Donc je crois qu'il faudrait avoir une terrasse plus importante. Quitte à pouvoir mettre une table de salle à manger. Oui, à l'extérieur. À l'extérieur, hein, et qu'on puisse tourner autour. Voilà, tout à fait. Comment l'espace qui n'est pas bâti du tout entre la première maison et la seconde, vu du haut, ça paraît très sympathique, mais est-ce que ça ne va pas faire un peu bizarre d'avoir deux bâtiments? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à les relier par quelque chose? Bon, je crois que tout est possible. En fait, avant, nous avions un petit bâtiment ici. Assez isolé. Assez isolé. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec un bâtiment principal avec l'étage et puis deux bâtiments secondaires où j'ai peur que si on vienne relier tout ça, on se retrouve avec quelque chose d'un peu trop monolithique et sans transparence aucune, alors que là, on a quand même une ouverture de la rue qui donne sur l'intérieur de la maison. Après cet entretien, Philippe s'est rendu du côté de la faculté de médecine, où son client vient de racheter une librairie. Il faudra la restaurer et la transformer. Je crois que Philippe a déjà sa petite idée là-dessus. Saint-Germain, le quartier des maisons d'édition et des ateliers de reliure. La maison d'édition, Verlag. L'éditeur, Verleger. La reliure, Buchbinderei. Dans la conversation que Philippe a menée avec son client, il était question de l'extension, de l'agrandissement d'une maison que l'éditeur avait achetée à l'île de Ré. Philippe lui a présenté des plans dans lesquels il proposait d'inverser, d'échanger deux parties, celle des chambres et celle des parties techniques. Par suite à cet inversement, Philippe se demandait si le positionnement ou l'emplacement de la piscine était toujours le bon. Il avait peur que l'espace entre elle et la salle à manger ne soit plus assez convivial, qu'il ne permette pas les rencontres entre les personnes, parce que trop étroit. On risquait de buter dans l'angle de la piscine, de se heurter à l'un de ses coins. Le client de Philippe lui a alors proposé de relier les bâtiments secondaires au bâtiment principal. Mais pour l'architecte, ce serait une solution trop monolithique, trop en bloc, qui enlèverait sa transparence à la maison, cette impression d'espace. Nous repartons en ville, car j'ai rendez-vous avec Philippe, qui va m'en dire plus sur sa façon de travailler. En plein quartier latin, dans le 6e arrondissement, le Panthéon et sa coupole. Philippe, qui a choisi de vivre ici, est très attaché à son quartier, ses cafés, ses allures de village parfois. Nous nous sommes donné rendez-vous au Rostand, juste en face du Jardin du Luxembourg. Comment se déroule votre travail, du premier contact avec le client à la réalisation du projet? Eh bien, c'est une longue entreprise, puisqu'en fait, entre les premiers contacts, on peut avoir un client et la réalisation d'un ouvrage. Ça peut être 2 mois, 3 mois, voire des années, puisqu'en fait, ça dépend du programme. Il est évident que pour construire une maison ou faire une petite boutique, c'est un délai très court. Engendrer un quartier nouveau dans une ville, c'est un métier beaucoup plus long, où il faut effectivement s'assurer
entre les envies du client et les règlements d'urbanisme légitimés. Donc c'est une longue entreprise. Qui sont vos clients et comment vous faites-vous connaître? Moi, j'ai l'habitude de travailler sur plusieurs sites, donc je suis habitué à être mobile, mais pour d'autres architectes, ils sont plus localisés et à ce moment-là, ça pose d'autres problèmes de connaissances. Et on s'aperçoit souvent, ce qui est quand même dommage, c'est que telle ou telle personne vous dit « Ah, mais si je vous avais connu, je vous aurais bien confié telle chose. » Donc ça, c'est la chose extrêmement difficile à entendre. Donc en fait, chaque client devient un vecteur, j'allais dire, commercial pour nous, bien évidemment, mais aussi il faut faire des articles dans des journaux, dans des revues de presse. Bon, et tout, enfin, en fait, il faut avoir autour de soi tout un aéropage, je veux dire, de mécanismes de se faire connaître au travers de publications ou d'ouvrages techniques. Vous êtes architecte par vocation? Par vocation, non. En fait, j'ai une formation plutôt technique parce qu'en fait, j'ai passé 2 baccalauréats, un technique industriel, et puis ensuite, j'ai passé un baccalauréat mathématiques et techniques. J'ai commencé une école d'ingénieur, et puis j'ai trouvé ça trop sérieux, donc je me suis rabattu sur les beaux-arts, et en fait, j'ai commencé ma carrière donc d'architecte comme ça. Parce que je trouvais le milieu sympathique et parce que, bon, aussi dans mon adolescence, j'ai fréquenté un certain nombre de personnes qui étaient dans le milieu artistique. Vous êtes spécialisé dans un domaine particulier ou êtes-vous polyvalent? Alors en fait, au jour d'aujourd'hui, bon, je pense qu'on est polyvalent parce qu'on ne travaille pas exclusivement dans un secteur. Bon, il y a des gens, par exemple, qui ne font que de l'industriel ou que du médical. Nous, on a la chance, bon, ce qui est, j'ai dit une grande chance dans le schéma général économique, c'est qu'on a plusieurs maîtres d'ouvrage. Alors, tout ceci bouge bien sûr d'une année sur l'autre. Bon, il y a des tendances, puis ensuite les choses se modifient. Mais disons que nous travaillons on va travailler beaucoup pour les ministères et l'administration. Actuellement, nous avons donc 3 clients privilégiés, les offices publics d'HLM et clients publics. Et donc une clientèle particulière où on fait un certain nombre de maisons individuelles sur l'île de Ré. Que rêvez-vous de pouvoir réaliser un jour? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, l'État a demandé une réflexion générale sur la France et sur la citoyenneté de l'année 2015 et que j'espère et je fais tout ce que je peux pour rejoindre ces équipes de réflexion parce que je suis bien sûr architecte mais aussi urbaniste. Et qu'à ce titre-là, il me paraît important de réfléchir sur le cadre de vie dans lequel on va mettre des gens. Alors je m'attache quand je fais un dossier à faire ou une jolie maison, ou un bel immeuble, ou une belle mairie, mais je suis préoccupé par les problèmes de la ville et par les problèmes de l'équilibre, j'allais dire, entre le monde rural et mes grandes métropoles. Donc mon désir aujourd'hui, c'est pas de construire un aéroport ou une jolie maison pour un grand président, c'est plutôt de participer à des équipes de réflexion sur la modification de la France, son insertion dans l'Europe. Philippe a d'abord obtenu 2 bacs, un technique industriel et un mathématiques et techniques. Un passage rapide dans une école d'ingénieur lui a permis ensuite de trouver sa voie définitive, l'architecture. Il s'est réorienté, rabattu sur l'école des Beaux-Arts qui a formé des architectes jusqu'en 1968 et se consacre aujourd'hui à toutes les disciplines portant sur les arts plastiques. Philippe se dit polyvalent, c'est-à-dire qu'il possède des capacités de travail variées. C'est pourquoi il dispose de plusieurs maîtres d'ouvrage ou clients. Le maître d'ouvrage, Bauherr. Le maître d'ouvrage. Pour Philippe, chaque maître d'ouvrage est un vecteur commercial. Pour mieux se faire connaître, il écrit également un certain nombre d'articles pour les revues de presse. Il sait l'importance de publication dans les ouvrages spécialisés. La publication, Veröffentlichung, la publication. Et l'avenir. Philippe souhaite pouvoir le préparer au sein d'une équipe de réflexion à la demande de l'État français.
Cette réflexion porte sur la France et la citoyenneté de l'année 2015. Une question qui s'adresse aux urbanistes en les incitant à réfléchir au cadre de vie, à l'environnement des Français. Je vais vous emmener maintenant prendre un bol d'air frais, loin de la capitale. Devinez où nous allons. De l'eau et des bateaux de pêche. Nous sommes dans le petit port de Saint-Martin, sur l'île de Ré. Mais pourquoi l'île de Ré? Tout simplement parce que Philippe y a ouvert une agence dans une de ces petites rues. Tout a commencé dans les années 70. Philippe a fait un diplôme sur l'île de Ré. Puis un des ministères auxquels il avait présenté ce diplôme lui a proposé un poste d'architecte conseil dans l'île. Au bout de 10 ans d'activité dans cette fonction, il a décidé de s'installer à l'île de Ré comme architecte libéral. Il y a depuis réalisé bien des ouvrages, maisons particulières et résidences d'été, mais aussi hôtels, restaurants ou encore bâtiments publics comme mairies, écoles, postes, syndicats d'initiative. Par ici? Tout à fait. Oui. Continuez. Philippe connaît l'île de Ré comme sa poche. D'abord architecte conseil, travaillant au service de l'État, puis architecte libéral, indépendant, il a eu maintes fois l'occasion d'étudier l'île dans tous ses détails. Retournons à Paris pour le voir chez lui. Le jardin du Luxembourg, qui par son calme vous ferait presque oublier l'agitation frénétique de la capitale. Le Sénat est installé dans son palais. Voici Morgane et Oscar, 2 des 3 enfants de Philippe. Ce sont des triplés, ils ont 6 ans et demi. Au cœur du 6e, à 2 pas de la Sorbonne, le jardin du Luxembourg est en semaine le rendez-vous des étudiants et le week-end, celui des familles. Philippe y vient souvent le dimanche et la promenade prend vite des aspects de match de football. On ne sait pas à qui cela fait le plus plaisir, aux enfants ou au papa. Nous sommes chez Philippe. À côté de lui, Apolline, la 3e des triplés. Et, comme toujours, le chien de la maison. Alors dites-moi, entre Paris et l'île de Ré, est-ce que vous arrivez encore à avoir une vie privée? Eh bien, difficilement. Il faut pouvoir consacrer un peu de temps à sa famille et ne pas trop négliger son agence ou ses agences. Donc j'essaie d'être en général à Paris en fin de semaine, c'est le vendredi, le week-end, le lundi, et je pars en général et à l'île de Ré et à l'autre agence que j'ai dans la Vienne, le mardi, le mercredi et le jeudi. Mais bon, tout ceci est parfaitement théorique, mais bien sûr, il y a des rendez-vous qui se trouvent toujours en dehors, ou soit le lundi ou le vendredi, ce qui fait qu'on rentre très tard le vendredi soir, ou il faut partir le dimanche pour être à pied d'œuvre le lundi, enfin. Donc, de façon générale, j'essaie au moins de travailler à mi-temps à l'île de Ré et le reste du temps à Paris. Donc quel est votre rôle dans la vie de famille, dans l'éducation de vos enfants, dans la vie quotidienne? Le rôle, il est bien compliqué. Je veux dire, je pense que mon épouse s'occupe beaucoup plus des enfants que je m'en occupe. Quand je suis ici, j'essaie de les accompagner à l'école le matin, j'essaie de les voir un peu le soir, mais bien évidemment, quand je suis à Paris, mes clients sont aussi très demandeurs, ce qui fait que je me trouve avec des rendez-vous fort tardifs, ce qui fait que je manque quelquefois les dîners du soir. Donc on essaie d'avoir une vie de famille le week-end, d'avoir des activités en commun, de sortir ensemble, de les visiter, de faire des expos. Vous parliez de l'école tout à l'heure. À quelle école vos enfants vont-ils? Eh bien, ils vont dans une école qui s'appelle l'école Sainte-Geneviève, qui est une petite école ici, pas loin du Panthéon. Alors, bien sûr, des problèmes de proximité, parce que tout ceci est plus simple, mais aussi une école qui a un enseignement classique et surtout qui a aussi une base religieuse. Pourquoi un enseignement privé? Pourquoi un enseignement privé? Pourquoi pas un enseignement public? Personnellement, j'ai été élevé dans une école publique, en plusieurs écoles publiques. Mon épouse a fait ses écoles dans des écoles plutôt religieuses.
Le fait qu'on ait des voisins à l'île de Ré qui, effectivement, avaient des enfants dans la même école, a fait que nous avons décidé de prendre cette école comme lieu pour leur première classe. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas je ne suis pas contre l'école publique, bien au contraire, mais je veux dire que pour l'instant, il semblerait que cette école convienne bien aux enfants. Bon, au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions sur les enfants, puisqu'en fait, on en a 3, et qu'il n'est pas évident que cette école soit universelle. Il est possible, effectivement, que l'année prochaine, il change de classe. Philippe reconnaît avoir quelques difficultés à organiser travail et vie de famille. Il se partage entre ses 3 agences et ses nombreux clients qu'il ne veut bien sûr pas négliger, délaisser. Mais en général, il passe la moitié de son temps à Paris et le reste à l'île de Ré. Il s'occupe peu de ses enfants, des triplés, mais fait son possible pour les accompagner à l'école ou les voir le soir ou en fin de semaine. Cette émission se termine. Je vous invite à suivre une dernière fois Philippe au marché aux puces et à faire un petit tour à l'ancienne gare d'Orsay, transformée aujourd'hui en musée. Merci et au revoir. Reflet du passé. Un dimanche au marché aux puces. Philippe préfère celui de la porte de Vanves avec son ambiance particulière. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les envies. Ça marche ou pas? Je peux essayer. On peut essayer? Ok, venez. Merci, bonne journée. Au revoir. Philippe aime la peinture. Il est un adepte des peintres impressionnistes. Mais les trésors sont rares ici aux puces. De temps en temps, Philippe se rend au musée d'Orsay, situé sur la Seine. Là d'où partaient autrefois les trains pour Orléans, on peut admirer aujourd'hui l'art du XIXe siècle. Le rez-de-chaussée est le domaine de la sculpture. Au 2e étage, les impressionnistes. Renoir, Bal au Moulin de la Galette. Van Gogh, la chambre à Arles. Cézanne, nature morte. Monet, le bassin au Nymphéa à Giverny.